avec le professeur Agnès Linglard, qui nous a animé un atelier d'endocrinologie tout à l'heure, très intéressant, très suivi. Et donc on lui a demandé deux questions simples, deux questions courtes. Faut-il explorer les cryptorchidis? Et aussi, est-ce qu'on peut retarder la puberté pour faire grandir les enfants? Voilà. Agnès, à toi la parole. Merci Khalid, merci à l'Amicale des pédiatres de Tanger de m'avoir invité cette année. Je suis vraiment très contente d'être là. Gros challenge après les oratrices précédentes, surtout qu'on m'a invité pour parler d'un sujet qui n'est pas très féminin, mais on va y arriver quand même. Alors, la cryptorchidie, donc l'idée c'est qui est-ce qu'on doit explorer? Est-ce que ça sert à quelque chose d'explorer un enfant avec une cryptorchidie? Donc déjà, sur quelques petites notions sur la descente testiculaire, elle se fait en plusieurs phases, dont le démarrage est extrêmement précoce. Parce que juste après la conception, en fait, le testicule va se séparer de la surrénale et descendre en rétropéritonéal et va s'arrêter à l'entrée du canal inguinal. Et la dernière phase, elle en revanche, après la naissance, c'est la phase postnatale où il va y avoir une attraction par le gubernaculum testis et le testicule va vraiment descendre jusque dans le scrotum. Cette phase, elle est nécessaire, elle doit se faire dans les temps et sous l'influence d'hormones, en particulier d'hormones hypophysaires, la LH et la FSH, pour avoir le développement d'un testicule normal et complet. Et le testicule, il a deux grandes fonctions, une que j'ai dessinée en vert, qui est la spermatogénèse, donc la maturation des spermatogonies pour faire des spermatozoïdes. Et donc ça, c'est une fonction qui dépend de la FSH et qui est soutenue par les cellules de Sertoli. Donc ces cellules, elles sont vraiment indispensables à la spermatogénèse. Et puis, on a également une autre fonction qui est sous la dépendance de la LH, et ce sont les cellules de Sertoli qui sont toutes petites. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont disséminées dans le testicule et elles vont produire la testostérone et donc être responsables de l'ensemble des signes cliniques de virilisation. Donc, la définition de la cryptorchidie, c'est quand les testicules ne sont pas dans les bourses, donc ils peuvent être à n'importe quel étage, allant de coller à la surrénale, intra-abdominal, à l'entrée du canal ou dans le canal inguinal. Et donc tout ça, c'est englobé dans la définition de la cryptorchidie. Puis après, on peut avoir aussi des garçons qui n'ont pas de testicules du tout, ce qu'on appelle l'anorchidie. C'est une situation qui existe, dont on pense qu'il s'agit très probablement d'une torsion testiculaire bilatérale pendant la grossesse, donc extrêmement précoce dans le développement. La cryptorchidie, en particulier la cryptorchidie unilatérale, c'est quand même une situation très fréquente puisque ça concerne 3% des nouveau-nés normaux et 20% des nouveau-nés prématurés. Donc, parce que la phase postnatale peut se dérouler après plusieurs semaines ou plusieurs mois après la naissance chez le prémat. Et donc, dans ces enfants qui naissent avec une cryptorchidie, les 2/3 vont avoir une descente spontanée, mais pour ça, il faut qu'ils aient un appareil gonadique, une fonction gonadique, une LH, une FSH, une testostérone, un testicule qui fonctionne. S'il y a un manquement à un de ces étages, la descente testiculaire postnatale ne peut pas se faire. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont bien connus d'avoir une cryptorchidie. Ça va être, j'en ai parlé, d'être prématuré, d'être petit pour la gestationnelle, ou alors quand on a des signes associés, comme une verge de petite taille, comme une variation du développement génital, ou comme une histoire familiale de cryptorchidie, ça va favoriser son apparition. Pourquoi est-ce que c'est important de dépister, diagnostiquer, faire un bilan étiologique d'une cryptorchidie, un peu comme on a vu tout à l'heure le torticolis. La cryptorchidie, c'est pas une maladie, c'est le symptôme de quelque chose, et donc on va faire un bilan étiologique derrière, et c'est important de le faire pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a deux diagnostics qui sont urgents, qu'il ne faut pas rater. Donc, le premier que vous connaissez bien, c'est le bloc en 21 hydroxylase. Ce sont des filles
qui ont une maladie surrénalienne qui fait qu'elles produisent trop de testostérone. Ce sont donc des filles qui sont virilisées, trop virilisées, jusqu'à un stade où elles apparaissent, elles peuvent naître avec une morphologie extérieure complètement comme un garçon. Et donc la seule chose, comme c'est des filles, elles n'ont pas de testicules, hein, donc c'est une apparence de cryptorchidie bilatérale. Et donc c'est important à diagnostiquer parce qu'il y a le risque d'insuffisance surrénale néonatale. La deuxième pathologie qui est importante de diagnostiquer, c'est l'hypopituitarisme. Ce sont des enfants qui naissent sans hypophyse ou avec une hypophyse non fonctionnelle et avec de multiples déficits hypophysaires, dont le déficit gonadotrope, donc, dont fait partie la cryptorchidie, qui va être un marqueur des autres déficits associés, en particulier le déficit corticotrope et le déficit en hormones de croissance, qui donnent des hypoglycémies récidivantes et sévères qui peuvent être grevées de séquelles. Donc, il est donc important dans la cryptorchidie bilatérale ou unilatérale, avec des symptômes, de faire un bilan hypophysaire et de faire un dosage de 17 OHP pour ne pas rater ces diagnostics. La deuxième raison pour laquelle on doit explorer une cryptorchidie, c'est parce qu'il y a des diagnostics qu'on pourrait considérer comme des diagnostics impactants, c'est-à-dire que de faire un diagnostic précoce va changer le pronostic de la maladie. Et donc c'est important de pouvoir les dépister. Donc j'ai parlé de l'anorchidie, donc c'est ces garçons qui n'ont pas de testicules du tout, donc ils n'auront jamais ils ne vont pas pouvoir faire de puberté spontanée, ils n'auront non plus jamais de spermatogénèse, parce qu'ils n'ont pas de tissu testiculaire. Donc eux, on va devoir avoir une prise en charge vraiment très spécifique, à la fois endocrinienne et psychologique pour le futur. Et puis la deuxième situation, c'est qu'il y a beaucoup de garçons qui peuvent avoir des situations d'hypogonadisme, alors soit un hypogonadisme central, une maladie hypophysaire, avec la cryptorchidie, mais aussi beaucoup d'autres signes, un cortège d'autres signes accompagnateurs, comme on connaît dans le syndrome de Kallmann de Morsier qu'on a appris dans nos études, qui sont des garçons qui ont un hypogonadisme et une anosmie. Ils n'ont pas de possibilité de sentir les odeurs, ils ont des anomalies neurologiques, etc. Et il y a plein d'autres formes d'hypogonadisme où les enfants ne feront pas une puberté spontanée, n'auront pas non plus une bonne spermatogénèse et ont donc besoin de cet accompagnement. Il y a le syndrome de Klinefelter, par exemple, que j'ai cité ici sur la diapositive. Et puis enfin, le risque qui est inhérent à la cryptorchidie, et en particulier la cryptorchidie bilatérale, c'est la conséquence du fait d'avoir un testicule qui persiste pendant plus de 6 mois en intra-abdominal. C'est l'altération du tissu testiculaire lui-même, la maturation anormale des gonocytes et le risque de cancer à long terme, et donc le risque de cancer testiculaire. Donc ça, c'est l'hypofertilité et le risque de cancer sont 2 complications sur le long terme qui ont été démontrées avec les cryptorchidies bilatérales, mais beaucoup moins avec la cryptorchidie unilatérale. Donc on va rester quand même relativement serein quand il y a un seul testicule qui n'est pas descendu. Donc tout ça fait que, et en particulier le risque à long terme, avec l'altération des gonocytes qui est visible dès 6 mois de cryptorchidie, fait que les recommandations aujourd'hui, c'est de faire descendre le testicule autour de l'âge de 1 an s'il n'y a pas eu de descente testiculaire. Et donc ça, les chirurgiens ont quand même, avant ils étaient beaucoup plus cool que ça, mais maintenant on est sur l'âge de 1 an. Donc, en gros, cryptorchidie unilatérale isolée, sans aucun autre signe, on ne fait rien. Et cryptorchidie bilatérale, quelle que soit, ou cryptorchidie unilatérale avec des signes, donc là, on va explorer, on fait un bilan hypophysaire, on fait un bilan de la fonction gonédique et on fait un bilan surrénalien, parce que je vous rappelle que le testicule, il est au départ, il vient d'un tissu embryonnaire qui est le même, qui est commun et collé à celui de la surrénale. Donc les pathologies surrénaliennes peuvent être associées à des anomalies testiculaires. Et enfin, je finirai sur aussi une constatation, que l'échographie, est-ce que ça sert? Vous avez vu que dans le bilan que j'ai indiqué là pour l'exploration de la cryptorchidie, c'est un bilan biologique,
un bilan hypophysaire, un bilan gonadique, un bilan surrénalien, mais il n'y a pas l'échographie. L'échographie n'a pas d'intérêt pour la localisation des testicules. Soit le testicule est dans le canal inguinal et on peut le palper, soit il est en intra-abdominal et l'échographie a une très très mauvaise sensibilité et spécificité pour l'identifier. Donc en fait, ça ne sert à rien d'en faire. Le seul intérêt de l'échographie, ça serait éventuellement s'il y a des anomalies du développement génital pour voir si on est dans le cadre d'une pathologie beaucoup plus complexe. Donc je suis même en avance sur mon temps. Voilà, c'est une maladie, un symptôme qui est fréquent, mais qui est le plus souvent pas grave, qu'il faut explorer quand il n'est pas isolé ou quand la cryptorchidie est bilatérale. Et en tout cas, c'est souvent des patients qu'il faut suivre, en particulier à l'approche de la puberté, du fait de l'impact psychologique d'avoir une cryptorchidie unie ou bilatérale ou une absence de puberté spontanée. Je vous remercie. Merci Agnès pour cet exposé vraiment clair. Je pense que tu as dû en étonner plus d'un pour l'histoire de l'échographie, parce que pratiquement, je crois que systématiquement, nos collègues devant une cryptorchidie demandent une échographie pour savoir s'il est inguinal haut, inguinal bas. Et on a une bonne échographiste à Tanger qui, s'il existe, elle nous le repère. Mais est-ce que c'est intéressant de le repérer? Apparemment, non. Non, les chirurgiens disent que c'est pas utile. Hein. Pour savoir s'il y a du tissu testiculaire, c'est pas l'échographie, c'est la biologie. La biologie, on a des très bons dosages, de très bons marqueurs qui nous permettent de savoir si on a des cellules de Sertoli et si on a des cellules de Leydig. Donc il faut faire un bilan sanguin pour savoir s'il y a du tissu testiculaire. S'il y a du tissu testiculaire, le chirurgien peut aller le chercher et le faire descendre le testicule. Mais si c'est unilatéral, qu'il y a un testicule bien positionné et l'autre qu'on ne retrouve pas à 18 mois. Le deuxième. À 18 mois. Qu'est-ce qu'on fait à 18 mois? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la baisser. Il faut la baisser. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? De toute façon, le chirurgien, il va devoir faire une exploration. Hein. Il va ouvrir, il va aller voir. Sans échographie? Sans échographie. Il y a énormément d'erreurs sur les échographies. Moi, je me base sur la littérature. Hein. Bien sûr. Vous avez... Non mais, d'accord. Oui. Bonsoir. Bon, moi, je voulais intervenir à titre, disons, un peu littéraire, là, parce que la dernière fois, au lieu de marquer cryptorchidie, vous avez marqué « à la recherche du testicule perdu ». Alors, il y a une dame qui m'a dit « alors, vous l'avez trouvé ?» Alors, moi, ça m'a pris... Alors, je voulais vous rappeler cela. En tout cas, pas à l'aide d'une échographie, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'avais écrit à la recherche du testicule perdu. Je crois que c'était un titre qui m'avait été donné par Patrick Tougnan. Oui. Ma question, c'était, en général, c'est ce qu'on trouve, nous, en pratique quotidienne, ce qu'on appelle la migration testiculaire. C'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et alors, jusqu'à quand il faut s'affoler? À qui il faut l'envoyer? Chez vous ou chez le chirurgien? Je vous pose la question. Non, c'est une question importante, surtout que les chirurgiens sont en train de changer d'avis sur cette question. Ils ont dit pendant très longtemps, le testicule, ce que vous appelez la migration testiculaire, c'est le testicule ascenseur. Donc, si vous, quand vous êtes en consultation, que l'enfant est assis au chaud, que vous n'avez pas les mains froides, que vous arrivez à le palper facilement, en principe, on ne fait rien. Un testicule qui est plus de la moitié du temps en intra-abdominal, c'est-à-dire l'enfant vous décrit, même quand je suis chez moi tout seul, debout, que je marche, le testicule est plutôt en haut, remonté. Les chirurgiens aujourd'hui conseillent, mais relativement tard, hein, c'est plutôt de l'ordre de 5-6 ans, de fixer le testicule. Voilà. Donc, tout ça, oui. Ils sont en train d'évoluer. Oui. Alors que pendant longtemps, ils ont dit le contraire. Hein. Oui, pour revenir à l'échographie, au Maroc, tu seras obligé de la faire parce que pour constituer un dossier de remboursement, tu es obligé d'avoir une échographie qui montre que le testicule n'est pas en place. Donc scientifiquement, c'est peut-être pas nécessaire. Mais pour un dossier de remboursement au Maroc, tu es obligé d'avoir ton échographie. D'accord. Je suis d'accord avec vous. En médecine, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. On est obligé de faire des tests de stimulation d'hormones de croissance alors que ça n'a aucune valeur et que ça ne sert à rien pour faire le diagnostic. Alors, oui. C'est moi. Oui. Anciennement, on opposait ectopie testiculaire à la cryptorchidie. Est-ce que c'est une notion ectopie testiculaire? Ça n'a pas de sens.
Ben, pour moi, les deux mots sont vraiment associés. Alors, dans cryptorchidie, il y a peut-être un peu plus la notion d'une pathologie du testicule lui-même, du tissu testiculaire, que dans ectopie, c'est uniquement la localisation qui est concernée. Mais bon, globalement, dans les études, enfin dans les papiers, ils ne différencient pas les deux. Hein. Donc, voilà. Oui. S'il vous plaît. Il y a une question, hein, c'est trop tard. C'est... Oui, allez-y, vous avez le micro. Professeur Ferry, chirurgien pédiatre. Ah, ouais. Excusez-moi alors. Je suis chirurgien pédiatre, je n'ai pas voulu intervenir. J'adhère totalement à ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment, vous avez fait une mise au point parfaite. Seulement, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'échographie. L'échographie pour nous, les chirurgiens, ce n'est pas dans les cas que vous avez décrits. C'est des grands enfants qui sont obèses et où l'examen clinique est difficile de déterminer il y a un testicule inguinal ou pas. L'examen clinique aujourd'hui des enfants est très délicat et très difficile. Ils sont agités, on ne peut pas faire un bon examen clinique et parfois on peut s'aider d'une échographie. Si le testicule est inguinal, l'échographiste le trouve facilement et il nous dit qu'il est là. S'il ne le trouve pas, il est probablement intra-abdominal. C'est un examen qui nous permet de distinguer dans l'attitude thérapeutique. Parce que si le testicule est inguinal, son abaissement est facile, on n'y va par voie inguinale. Mais si le testicule est intra-abdominal, on doit faire une célioscopie pour aller le rechercher tranquillement. C'est le seul moment, c'est des enfants qui sont grands, qui sont obèses, là, je préconise l'échographie. En dehors de cela, je ne fais pas l'échographie et aucun chirurgien ne demande l'échographie. Par contre, il y a un problème au Maroc qui est énorme qui se pose. Si vous demandez une prise en charge d'une ectopie testiculaire, s'il n'y a pas d'échographie, les organismes de prise en charge ne lui donnent pas l'accord. C'est ce que votre collègue Alors a ça, dit. c'est un problème extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux dire aux pédiatres, dès qu'ils voient une ectopie, attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez bien dit à partir d'1 an. Parce que si on fait la chirurgie précoce, on a d'excellents résultats. Et vous l'avez bien mentionné. Et essayez de ne pas retarder l'intervention, parce qu'au-delà d'1 an, aucune descente n'est possible par la suite. Merci beaucoup. Merci de votre Une complément. dernière question. Merci. Khalid, la prochaine fois, le topo cryptorchidie doit être fait par un médecin et un chirurgien. Voilà, c'est indispensable. Merci. Voilà, je compléterai. J'avais montré mon topo au chirurgien de Bicêtre. Donc voilà, mais j'ai bien retenu votre point que je trouve très intéressant et que je rajouterai dans ma présentation. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Une question rapide. Merci pour cette intervention qui est claire. Quand on a une cryptorchidie bilatérale chez un nouveau-né, est-ce qu'il faut déclarer le sexe ou bien il faut explorer et attendre? Merci. Cryptorchidie bilatérale chez un nouveau-né, vous devez faire le dosage de la 17-OHP. Le dosage de la 17-OHP, vous l'avez assez rapidement, ça ne va pas être 5 jours. Vous aurez le temps d'avoir le résultat et de savoir s'il s'agit d'une fille qui est trop virilisée ou d'une anomalie de la différenciation sexuelle sévère. D'une manière, si la 17-OHP est normale, vous pouvez effectivement suspecter d'autres diagnostics de type anomalie de la différenciation sexuelle, et là, il faudrait attendre. Mais 95% des cas, 95% des cas des cryptorchidies bilatérales sont des blocs en 17, dans les anomalies de la différenciation sexuelle, sont des blocs en 21 hydroxylase. Bien, on doit passer à la dernière communication de professeur Agnès sur est-ce qu'on peut retarder la puberté pour mieux grandir?